À Thanksgiving, mon père a ricané, toujours la déception de la famille, hein. Ma mère ne m'a pas défendu, elle s'est contentée de sourire. J'ai pris une dernière bouchée de tarte et je suis parti. 2 semaines plus tard, mon frère a appelé. Pourquoi mon loyer a-t-il été rejeté? J'ai dit, peut-être que la déception prend enfin ses distances. Alors mon frère s'est mis en colère. Thanksgiving chez mes parents a toujours été un peu un cirque. Pas le genre amusant, plutôt un triste cirque itinérant avec 3 animaux et une tente cassée. Mais chaque année, j'y vais, en espérant que ce sera différent. Peut-être que quelqu'un me posera des questions sur mon travail sans que cela ne se transforme en pique. Peut-être que quelqu'un se souviendra que j'existe en dehors des discussions de groupe familial et des urgences. Je suppose que je gardais encore un petit espoir pathétique. La journée a commencé de manière faussement normale. La maison sentait les petits pains brûlés et la cannelle en excès. Ma mère avait déjà ouvert le vin, ce qui signifiait qu'elle en était à environ 2 verres et qu'elle fonctionnait en pilote automatique. Mon père était dans le salon, regardant le match et criant après la télévision comme si le quarterback pouvait l'entendre. Josh et Rachel sont arrivés en retard, comme d'habitude. Ils ont franchi la porte avec une tarte achetée en magasin et Lévi sur les épaules de Josh, comme s'ils étaient une jeune famille originale dans une publicité pour les fêtes. Ma mère a fait tout un plat de la tarte. Même si elle m'avait spécifiquement demandé d'apporter le dessert, elle a à peine jeté un coup d'œil à la boîte que je lui ai tendu un cheesecake d'une pâtisserie où les gens font la queue. Il est juste resté sur le comptoir, intact, pendant que tout le monde s'extasiait sur la tarte à la citrouille sèche de Josh comme si c'était une offrande sacrée. Josh avait toujours été l'enfant chéri. Il a échoué dans 2 filières à l'université, a abandonné ses études et a obtenu un emploi dans un entrepôt de logistique grâce à un ami de mon père. Il a épousé une femme qui traite tout le monde comme s'il se tenait dans son rayon de soleil et, d'une manière ou d'une autre, il a quand même fini par être l'exemple de la réussite. Moi, par contre, je gagne plus de 6 chiffres en travaillant à distance dans un emploi que j'apprécie vraiment, je voyage plusieurs fois par an, je n'ai pas de dette, et apparemment, c'est de moi qu'il chuchote. Le dîner était typique, tendu comme seuls les dîners de famille peuvent l'être, où tout le monde se montre poli, mais où l'air est chargé de non-dits. J'ai surtout écouté. Ils n'ont rien demandé sur ma vie, même si je venais de rentrer d'Espagne la semaine précédente. À un moment donné, je l'ai mentionné nonchalamment, et Rachel a penché la tête comme si j'avais dit que j'avais rejoint une secte. Ça doit être agréable, a-t-elle dit, de voyager tout le temps, sans se soucier de personne d'autre que de soi-même. Josh a ri, et cela a suffi à faire dérailler le reste du repas. La nourriture n'était même pas bonne. La dinde était sèche, la farce fade, la sauce grumeleuse. Mais j'ai mangé quand même parce que je savais que si je ne le faisais pas, il dirait que je faisais mon difficile. Je suis resté assis jusqu'au dessert, mon cheesecake toujours pas ouvert, tout le monde se jetant sur la tarte du magasin comme si elle était gastronomique. Puis le moment est arrivé. Je venais de prendre une dernière bouchée, la savourant tranquillement, quand mon père, sans prévenir, m'a regardé et a dit, toujours la déception de la famille, hein? Il ne l'a pas dit avec colère. Pas de coup de poing, juste platement, comme s'il énonçait un fait. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin. J'ai regardé autour de la table. Personne n'a bronché. Ma mère souriait, ce sourire étrange qu'elle arbore quand elle ne veut pas admettre que quelque chose ne va pas. Rachel faisait semblant que Lévi avait dit quelque chose de drôle, même s'il ne faisait que mâcher. Josh en était déjà à sa 2e part comme si le commentaire n'avait pas eu lieu. Je n'ai rien dit. Je me suis simplement levé, j'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise et je suis sorti. Je n'ai même pas claqué la porte. Je n'en avais pas besoin. Le silence derrière moi en disait assez. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à mon appartement, où j'ai finalement ouvert le cheesecake et pris un vrai dessert. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas parce que j'étais en colère, cette partie est passée vite, mais parce que j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû voir des années auparavant. Ils ne me respectaient pas. Pas même un peu. J'étais utile, bien sûr. J'ai aidé Josh à obtenir l'appartement dans lequel il vivait. J'ai gardé mes distances quand ils avaient besoin d'espace. Je n'ai jamais demandé d'aide ni causé de drame, mais ils s'en fichaient. Et cette nuit-là, j'ai décidé que j'en avais fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné.
C'était Josh, pour la première fois depuis Thanksgiving. Pourquoi mon loyer a-t-il été rejeté? J'ai laissé le silence s'installer une seconde avant de répondre. Peut-être que la déception prend enfin ses distances. Il n'a pas ri. Il n'a rien dit au début. Puis sa voix est devenue plus forte. Tu es sérieux, là? Très sérieux. Puis il s'est mis en colère. Vraiment très en colère. Il n'a même pas essayé de cacher la colère dans sa voix à la seconde où j'ai prononcé les mots. Il y a eu une pause, juste quelques secondes de silence qui m'ont dit qu'il avait compris. Puis il a perdu le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je crois que j'ai laissé le silence planer exprès. Il a continué, sa voix devenant plus vive. Il m'a accusé d'être froid, arrogant, égoïste, et a dit que j'avais changé comme si c'était une mauvaise chose. Je l'ai laissé s'emporter un moment. Il a parlé de Lévi, du fait que les heures de Rachel avaient été réduites, de la façon dont les factures s'accumulaient. Et puis il m'a jeté le mot famille au visage comme un couteau. Nous sommes de la famille, Nat. On ne fait pas ça à sa famille. C'est là que je lui ai dit, à partir du mois prochain, le loyer passe à $1500. Silence à nouveau. Puis un petit rire sarcastique de sa part. Tu es sérieux? Très sérieux. Je lui ai rappelé que l'appartement était entièrement rénové. Dans cette ville, $1500, c'est encore en dessous du prix du marché pour un 3 pièces dans cet immeuble. Je lui ai juste fait une fleur pendant bien trop longtemps. Une fleur? Tu appelles ça une fleur? Tu paies 5 cents par mois depuis 4 ans, Josh. Ce n'est pas une fleur. C'est pratiquement un cadeau. Tu ne pourrais pas avoir une chambre en colocation dans un sous-sol pour ce prix dans ce quartier. Il a dit que je mettais dans l'embarras une famille avec un enfant. Il a dit qu'il pensait que j'avais un cœur. Puis il a raccroché. Quelques heures plus tard, Rachel m'a envoyé un texto. Un mur de messages, tous remplis d'émotions, de tentatives de culpabilisation du genre « Lévi ne mérite pas ça, je pensais que tu aimais ton neveu, et on va se retrouver à la rue si tu continues comme ça. » Puis elle a ajouté quelque chose à la fin qui m'a marqué, « Tu ne ferais pas ce changement si nous étions ta famille. » C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de douter. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai plus ressenti le besoin de m'expliquer. Pendant des années, j'avais fait ce qui était gentil. Je leur avais donné l'appartement, même si à l'origine je voulais le louer correctement. Ils m'ont supplié de ne pas le mettre sur le marché public, disant que ce serait juste le temps qu'ils se remettent sur pied. C'était il y a 4 ans. 3 jours plus tard, Josh s'est présenté à ma porte. Sans prévenir, sans avertissement, frappant comme s'il était le propriétaire de l'immeuble. J'ai ouvert lentement, et il était là, le visage rouge et respirant fort. « Tu vas vraiment le faire? Tu augmentes le loyer de 3 fois comme ça? » C'était plus de 3 fois, en fait, mais je ne l'ai pas dit. Je lui ai simplement demandé calmement ce qu'il pensait être juste. Juste? Nous avons un enfant. Tu savais qu'on joignait à peine les 2 bouts, et tu décides de nous couper l'herbe sous le pied. Tu me dégoûtes. Je lui ai répété. 1500 $ ou trouver autre chose. Il a ricané. Il a dit que je n'avais aucune idée de ce qu'était la vraie vie, que mon petit travail à distance et mon style de vie de vacancier ne me rendaient pas meilleur que les autres. Puis il a fait une erreur. Il a dit, tu ne survivrais pas un mois si tu n'avais pas ce foutu salaire. Tu penses que ça te rend spécial? Tu as toujours été une blague. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, le nouveau loyer est de 2500 $. Sa mâchoire est littéralement tombée. Il a ri comme si je bluffais, mais ce n'était pas le cas. Il est sorti en trombe, marmonnant quelque chose à propos d'avocat, mais il n'y avait pas de bail. Tout était verbal. J'avais laissé les choses vagues exprès, leur faisant confiance comme un idiot. Je pensais que c'était le pire, mais quelques jours plus tard, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Et pas de sa part. Ce n'est même pas Josh qui me l'a dit. J'étais dans un café près de chez moi, assis près de la fenêtre, écoutant d'une oreille distraite 2 femmes à la table voisine parler des prix des loyers. L'une d'elles a mentionné l'immeuble où vivait Josh, mon immeuble. Je ne prêtais pas vraiment attention jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose qui a attiré mon attention. Apparemment,
elle venait d'apprendre qu'un logement dans le même complexe se louait 3 400 $ par mois. Elle était abasourdie que quelqu'un dans son immeuble loue exactement le même agencement pour 500 $. Son ami a ri et a dit, oui, c'est le type qui a une sorte d'accord avec le propriétaire. J'ai entendu par sa femme que le frère est riche et stupide. Il leur donne juste l'appartement par culpabilité. Je me suis figé. Je me suis penché et j'ai demandé, pardon, vous avez dit Rachel? Elles ont eu l'air surprises. L'une d'elles a hoché la tête. Oui, elle vit avec son mari et son enfant au 5e étage. Vous la connaissez? Malheureusement. Je suis parti sans finir ma boisson. Le temps que je rentre chez moi, j'étais furieux. Ce n'était même plus une question d'argent à ce stade. C'était l'histoire qu'il racontait, que j'étais un idiot ignorant dont il profitait, que j'avais tellement d'argent que je ne savais pas quoi en faire, alors je distribuais des appartements comme des cadeaux de fête. J'ai ouvert mes textos, j'ai fait défiler des années de merci peu enthousiastes et de vagues promesses de se voir quand les choses iraient mieux. J'ai pensé à toutes les fois où on m'avait dit d'attendre, qu'ils étaient presque stables, que l'année prochaine serait différente. Et maintenant ça Rachel qui se vantait de leur accord secret comme si j'étais un distributeur automatique de billets sans cervelle. Je n'avais même dit à personne d'autre dans ma vie combien ils payaient, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne voulais vraiment pas qu'ils se sentent embarrassés. Je gardais le silence pour protéger leur fierté, et ils l'utilisaient pour alimenter leur propre histoire. J'ai envoyé un seul texto à Josh, vous avez 2 semaines pour déménager. C'est la fin de l'histoire. Il a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner. Puis il a rappelé encore et encore. Finalement, j'ai décroché. De quoi diable parles-tu? Tu m'as entendu. Tu nous expulses? Il n'y a pas de bail. Tu n'es pas un locataire, tu es un invité. Et les invités ne parlent pas dans le dos des gens qui leur donnent un abri. Il s'est remis à crier. Il a dit que je réagissais de manière excessive. Il a dit que c'était juste une blague, que Rachel ne le pensait pas. Il a même essayé de rejeter la faute sur la femme du café, comme si je devais être en colère contre elle pour avoir écouté aux portes au lieu d'être en colère contre eux pour avoir menti. Vous avez 2 semaines, ai-je répété. Rachel s'est présentée le lendemain. Elle n'a même pas frappé, elle est juste restée devant ma porte et a sonné jusqu'à ce que j'ouvre. Elle s'est lancée directement, pleurant, suppliant, disant qu'elle ne voulait pas que ça sorte comme ça, que c'était sorti de son contexte. Je lui ai posé une seule question. As-tu, oui ou non, dit aux gens que je vous donnais l'appartement parce que je suis riche et stupide? Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, l'air acculé. Josh est arrivé quelques minutes plus tard et lui a dit de monter dans la voiture. Il ne m'a même pas regardé quand ils sont partis. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un appel de ma mère, et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était profond. Quand ma mère a appelé, j'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle a commencé doucement, comme si rien ne s'était passé. Elle m'a demandé comment j'allais et a mentionné une nouvelle recette de gratin qu'elle essayait. Puis, après une courte pause, elle y est venue. Josh nous a dit que tu les mettais à la porte. Est-ce vrai? C'est vrai, ai-je dit. Nathan, tu ne peux pas simplement jeter une famille avec un enfant à la rue. Tu dois être raisonnable. Je n'ai rien dit au début. Puis je lui ai demandé combien elle pensait que coûtait un loyer dans cet immeuble. Elle a deviné un chiffre très bas. Je l'ai corrigé. Et combien Josh payait-il? 5 cents. Elle est devenue silencieuse. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle avait peut-être enfin compris, mais non. Sa voix est revenue plus ferme. Alors, tu étais d'accord avec ce montant pendant des années, et maintenant, soudainement, tu veux le tripler. Pourquoi maintenant? Je lui ai dit la vérité. Que j'avais entendu Rachel parler de moi comme si j'étais un idiot. Qu'il profitait de moi tout en se vantant dans mon dos. Que j'avais laissé passer ça pendant trop longtemps, et que maintenant j'en avais fini. Elle ne l'a pas bien pris. C'est une conversation de famille, Nathan. On dit tous des choses qu'on ne pense pas. Tu ne peux pas laisser un dérapage tout gâcher. Ce n'était pas un seul dérapage, ai-je dit. Elle a essayé de me culpabiliser pendant encore 5 minutes. Elle m'a dit que j'étais vindicatif. Elle m'a dit que Josh traversait une période difficile, que Rachel était juste émotive.
Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Ton père et moi pensons qu'il serait peut-être préférable que tu reconsidères ta décision. Peut-être. Peut-être les laisser rester au moins jusqu'au printemps. Je lui ai demandé pourquoi elle impliquait papa dans cette affaire, et elle m'a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a cosigné le prêt initial pour cet appartement, n'est-ce pas? J'ai senti mon cœur s'arrêter une seconde. Non, il ne l'a pas fait. J'ai payé la compte moi-même. J'ai obtenu l'hypothèque moi-même. J'ai signé tous les papiers. Je leur en ai parlé le jour où j'ai finalisé l'achat. Tu es sérieuse, là? Elle a hésité. Eh bien, il a toujours pensé qu'il aurait dû avoir son mot à dire sur ce qui en advenait. Il t'a aidé avec des conseils et du soutien quand tu cherchais. Alors maintenant, ils inventaient des choses. Après cet appel, j'en ai reçu un autre, cette fois de mon oncle. Puis de mon cousin. Puis même d'un voisin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, qui avait apparemment été contacté par Rachel. Chacun d'eux avait une version du même message, ne fais pas de vagues. Ne cause pas de problème. Ce n'est que de l'argent. Laisse tomber. C'était surréaliste, comme si j'étais manipulé par tout un réseau de personnes qui n'avaient jamais payé un centime pour cet appartement, ne m'avaient jamais aidé à rassembler la compte, et ne m'avaient jamais demandé si j'allais bien. Et puis quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. J'ai reçu un message de mon vieil ami Cam. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais il m'a envoyé une capture d'écran. Rachel avait publié un long statut vague sur Facebook, un de ses paragraphes passifs-agressifs sur le fait d'être trahi par quelqu'un qui était censé nous protéger et comment le sang ne signifie pas toujours la loyauté. Il y avait des tonnes de commentaires de sympathie en dessous, des gens lui offrant des chambres d'amis, demandant si Lévi allait bien. Dans les réponses, elle laissait entendre qu'ils étaient forcés de partir par quelqu'un de jaloux de notre bonheur. Jaloux. C'est là que j'ai craqué. J'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail de l'immeuble. J'ai rédigé un avis d'expulsion officiel. 2 semaines. Je l'ai remis en main propre le lendemain matin. Je n'ai pas dit un mot. Josh n'était pas à la maison. Rachel a ouvert la porte en survêtement, tenant Lévi. Elle a pris le papier sans le regarder. Je me suis retourné pour partir, mais elle a dit quelque chose à voix basse. Tu le regretteras. Je me suis arrêté et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Vraiment? 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Manuscrite. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo de la porte de l'appartement, celui que je possédais, avec le mot voleur gravé dessus avec quelque chose de tranchant. Et juste comme ça, ce n'était plus une question de loyer. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Non pas parce que j'étais choqué, je ne l'étais pas, mais parce que cela confirmait quelque chose que je soupçonnais discrètement. Il n'était pas seulement en colère. Il voulait une guerre. Le mot voleur était gravé directement dans le bois, juste en dessous du Judas. Profond, agressif. Certainement pas fait avec une clé ou une pièce de monnaie, probablement quelque chose de plus tranchant. Ce qui était étrange, c'est que personne ne l'avait signalé. Ni les voisins, ni la direction de l'immeuble. J'ai appelé le bureau d'accueil, et la fille au bout du fil a dit que personne n'avait mentionné de dommages à l'unité 5D. Je savais pourquoi. Josh l'avait probablement fait lui-même, ou l'avait laissé faire, et avait dit à Lévi de ne pas dire un mot. Ce gamin avait 5 ans. Pas stupide, mais facile à coacher. Cette nuit-là, j'y suis allé en voiture. Je me suis juste garé devant l'immeuble pendant 1 heure. Je ne suis pas entré, j'ai juste attendu. Rachel est partie avec Lévi, se dirigeant vers sa voiture. Elle ne m'a pas vu. 10 minutes plus tard, Josh est sorti avec un sac poubelle. Je suis sorti de ma voiture et je l'ai suivi. Il a sursauté en me voyant, pensant probablement que j'allais le frapper. J'ai brandi la photo. Tu veux expliquer ça? Il n'a même pas fait semblant d'être surpris. Je suppose que tu as eu ce que tu voulais. Ce que je voulais? Tu penses être la victime ici, Nat? Tu penses que parce que tu gagnes un peu d'argent et que tu nous laisses vivre dans cette boîte à chaussures, tu as le droit de contrôler nos vies? Je lui ai dit qu'il lui restait 2 jours pour partir et que maintenant il avait en plus le bonus de payer pour une nouvelle porte. Il a ri. Bonne chance pour prouver que j'ai fait quoi que ce soit.
Je n'en avais pas besoin. La direction venait d'installer de nouvelles caméras dans le couloir 2 semaines plus tôt. Elles n'étaient pas encore entièrement fonctionnelles, mais il ne le savait pas. Son sourire narquois a un peu faibli. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture, mais pas avant d'ajouter quelque chose. Un nouveau couple a déjà signé. Ils emménagent le 15. 3000 $ par mois. Pas de mots de tête. Il n'a rien dit. 2 jours plus tard, lui et Rachel n'avaient toujours pas déménagé. Pas de carton dans le couloir. Pas de déménageur. Juste le silence. J'ai déposé l'avis d'expulsion officiel auprès de la ville. Ils avaient 7 jours après cela avant que les forces de l'ordre puissent intervenir. Mon avocat m'a expliqué le processus. J'étais couvert. Pas de bail, pas de droit de locataire formel. Ils étaient des invités, et maintenant ils étaient sur le point d'être des invités sans nulle part où aller. Le même soir, j'ai reçu un texto de ma mère. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ils font leur carton. Ils partiront. Donne-leur juste plus de temps. Je n'ai pas répondu. Puis elle a ajouté quelque chose d'étrange. Ton père dit que tu devrais peut-être faire attention. Josh ne gère pas bien la situation. 2 heures plus tard, j'ai entendu un bruit à l'extérieur de mon appartement. Pas dans le couloir, juste devant ma fenêtre. Je vis au 3e étage. Il y a une issue de secours. Quelqu'un était dessus. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai éteint les lumières. Je suis entré doucement dans la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Il y avait une ombre qui bougeait, une forme accroupie près de la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre rapidement et j'ai crié fort. La forme a sursauté et a redescendu l'échelle en se dépêchant. Je n'ai pas vu le visage, mais je savais. Le lendemain matin, j'ai déposé une plainte à la police. Je leur ai donné la photo de la porte et j'ai décrit la silhouette. Je n'ai accusé personne directement, je n'en avais pas besoin, mais j'ai mis Josh en copie de l'email. Cette nuit-là, les déménageurs sont arrivés. Des cartons, du bruit, Lévi qui pleure, Rachel qui aboie des ordres, Josh qui ne parle pas. Ils ont tout vidé avant minuit. Le lendemain matin, je suis allé avec les clés et j'ai fait le tour de l'appartement. C'était saccagé. Des éraflures sur les murs. Des placards laissés ouverts. La moquette était déchirée dans un coin. Les empreintes de main de Lévi étaient sur la porte vitrée coulissante, maculée de beurre de cacahuète. Ils n'ont pas laissé de mots, juste un seul reçu sur le comptoir de la cuisine d'un magasin de bricolage. Un article acheté, un outil de sculpture sur bois. Après l'état des lieux, je n'étais même pas en colère. Je suis juste resté là quelques minutes, à contempler les dégâts. Il y avait quelque chose de presque poétique là-dedans, la façon dont ils avaient tout laissé derrière eux comme un enfant qui casse un jouet qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre ait. Le reçu était toujours sur le comptoir, glissé sous l'interrupteur de la cuisine. Un article, outil de sculpture sur bois, payé en espèces. C'était mesquin, mais je l'ai gardé. J'ai envoyé la photo de la porte endommagée par email au gérant de mon immeuble. Il a répondu dans l'heure et avait déjà approuvé un entrepreneur pour la remplacer. J'ai payé de ma poche 9 cents $, mais je n'étais pas inquiet. Je récupérerai cet argent d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas légalement, mais d'une manière ou d'une autre. Les nouveaux locataires ont emménagé 4 jours plus tard. Un couple d'un autre état, jeune, poli et enthousiaste. Ils ont vu l'endroit pour ce qu'il était, rénové, spacieux et à un prix juste. Ils ont signé pour 3000 $ sans sourciller. Le premier et le dernier mois de loyer ont été virés avant que je ne remette les clés. Je leur ai offert une bouteille de vin comme cadeau de bienvenue. Ils m'ont envoyé une photo de remerciement par texto avec un selfie souriant près de la fenêtre sur laquelle Josh avait autrefois scotché une couverture. L'endroit semblait à nouveau propre. Pas seulement physiquement l'air, les murs, l'espace comme si un poids avait été soulevé de tout l'immeuble. Je pensais que c'était fini, mais ce n'était pas le cas. Les appels ont recommencé, d'abord de mon père cette fois, pas de ma mère. « Tu es allé trop loin », a-t-il dit. Il n'a pas mentionné l'issue de secours. Il n'a pas posé de questions sur la porte. Il ne s'est pas excusé d'avoir prétendu avoir un quelconque intérêt dans cet appartement. Il a juste dit que j'aurais dû les laisser rester jusqu'à ce que Lévi finisse l'année scolaire.
Puis sont venus les textos, non pas de la famille, mais de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un gars avec qui j'avais travaillé à l'université, quelqu'un que je connaissais de l'église quand j'étais enfant, même une fille avec qui j'étais sorti 2 fois il y a 5 ans, tous disant le même genre de choses, que j'étais froid, sans cœur, égoïste. Rachel avait été occupée. Il s'est avéré qu'elle avait écrit un long message en ligne, pas seulement sur Facebook cette fois, mais sur Reddit, Instagram et quelques forums locaux. Elle avait tout tagué avec des phrases comme trahison familiale, expulsion injuste et frères propriétaires cupides. Elle avait omis le montant du loyer. Elle avait omis le fait qu'il n'y avait jamais eu de bail. Elle avait omis la partie où son mari avait peut-être escaladé une issue de secours pour me menacer dans mon sommeil. Mais elle a posté la photo de Lévi. Elle a dit qu'il pleurait tous les soirs, qu'il demandait pourquoi oncle Nathan ne les aimait plus. Ça a presque marché. Pendant une seconde, ça m'a presque atteint. Mais ensuite je me suis souvenu de ce que j'avais entendu dans ce café. Riche et stupide. Jaloux de notre bonheur. Voleur. Non, je ne leur devais rien. Quelques jours après l'emménagement des nouveaux locataires, j'ai croisé Rachel à l'épicerie. Elle poussait un chariot plein de plats surgelés et tenait la main de Lévi. Il m'a fait un signe de la main. J'ai répondu par un signe. Elle n'a pas dit un mot, me fixant simplement comme si j'étais un étranger qui lui avait coupé la route sur un parking. Puis elle a dit doucement, « Tu dors bien maintenant ?» J'ai souri. Mieux que jamais. Ils vivent chez mes parents maintenant. On dit qu'ils essaient d'économiser pour un nouvel endroit, mais Rachel ne travaille toujours qu'à temps partiel. Et Josh, il a lancé une sorte de petite activité de revente de baskets. Ça ne marche pas très bien. Je ne leur ai pas parlé depuis. Je ne le ferai pas. Mais chaque mois, je reçois ces $3000 comme une horloge. Virement direct, propre, sans culpabilité, sans drame. Et chaque fois que je me connecte et que je le vois là, je me dis, toujours la déception de la famille, hein? C'est étrange comme les choses deviennent calmes une fois que le bruit a disparu. 6 mois sans un seul texto de Josh ou Rachel. Pas d'appel téléphonique tard dans la nuit. Pas de commentaires désobligeants. Pas de publications passives-agressives sur Facebook avec des légendes comme « Certaines personnes ne vous aiment que lorsque vous êtes utile ». Celle-ci est restée en ligne pendant 2 mois avant qu'elle ne la supprime finalement. Les nouveaux locataires vont très bien. C'est un jeune couple du Colorado qui a déménagé ici pour le travail. Super poli. Paie toujours en avance. Ils m'ont même envoyé un panier cadeau de remerciements en décembre rempli de vin, de collations et d'une carte manuscrite disant « Merci de nous avoir donné un nouveau départ ». Ils ont aussi fait réparer les lumières du balcon que Josh n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas son problème. L'appartement semble enfin revivre. Il y a des plantes maintenant. De l'art sur les murs. Il y a ce paillasson jaune vif qui dit « Reviens avec des tacos ». Quelque chose que Rachel aurait qualifié de kitsch. J'ai souri la première fois que je l'ai vu. Quant à Josh et Rachel, je n'ai pas eu de nouvelles, mais je sais qu'ils sont toujours chez mes parents. Un de mes cousins l'a mentionné à une fête d'anniversaire. Il a dit que Josh avait une nouvelle activité de revente de baskets en ligne et que Rachel travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ils ont postulé pour 2 locations et ont été refusés pour les 2. Problème de score de crédit, apparemment. Ma mère n'a pas appelé depuis janvier. Mon père m'a contacté une fois en février pour me demander si j'envisagerais un court appel téléphonique avec Josh pour discuter des choses. J'ai ignoré. Il n'y a plus rien à discuter. Mais ensuite, quelque chose s'est produit la semaine dernière. J'ai vérifié ma boîte aux lettres, m'attendant à des factures et des prospectus, comme d'habitude, et j'ai trouvé à la place une enveloppe épaisse avec une écriture familière et désordonnée sur le devant. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier blanc pliée et un dessin au crayon de cire. Le dessin était une esquisse approximative, un grand immeuble, un petit bonhomme allumette avec une barbe, un autre plus petit lui tenant la main, un soleil jaune vif dans le coin, et un cœur flottant au-dessus des 2 têtes. En haut, écrit en lettres géantes et inégales, Oncle Nat. Pas de lettres, pas d'explication. Juste ça. C'était de Lévi, sans aucun doute. Je suis resté là à le tenir pendant un long moment. Ça m'a pris au dépourvu plus que tout ce qui s'était passé. Ça ne me demandait rien. Ça n'essayait pas de me culpabiliser.
C'était juste le dessin d'un enfant qui se souvenait que j'existais. Je ne l'ai pas encadré. Je ne l'ai pas analysé. Je suis juste entré dans la cuisine, j'ai pris un aimant et je l'ai collé sur le réfrigérateur. Chaque fois que je passe devant, je le regarde, non pas avec regret, mais avec ce mélange étrange de paix et de clarté. Parce que peu importe ce que les adultes pensent de moi, ce qu'ils chuchotent, publient ou dont ils se plaignent, le gamin savait exactement qui j'étais. Et d'une certaine manière, c'était suffisant.